Bonjour à tous et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour un nouveau numéro de rencontre. La COP28 se déroule actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et quels sont les grands enjeux de la conférence sur le climat cette année et quel rôle la Chine entend-elle jouer dans la lutte contre le changement climatique? Aujourd'hui, nous allons en parler avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence Jia Yongping, conseiller principal en stratégie neutralité carbone à Tencent, et Yu Jia, professeur à l'Institut de la nouvelle économie structurelle à l'Université de Beijing. Vous êtes expert dans le développement durable et particulièrement la coopération sino-africaine dans ce domaine. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Et je voudrais commencer par Monsieur Jia. Quels sont selon vous les grands enjeux de la COP28 cette année? Oui, pour répondre à votre question, peut-être un petit rappel historique. En 2015, 193 pays du monde ont adopté l'accord de Paris, qui avait pour objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 degré au-dessus des moyennes pré-industrielles. Maintenant, 8 ans après, c'est l'heure de bilan. La conférence de la COP28 passe en revue et évaluer le progrès accompli par tous les pays dans la réalisation de l'accord de Paris. Mais je dois dire que le constat est très peu encourageant ou même pessimiste. Les engagements des États ne sont pas à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris. Déjà, on doit dire que la hausse de la température atteint 1,1 degré. Et si cette tendance continue, la hausse de la température sera de l'ordre 2,5 degrés au-dessus des moyennes pré-industrielles. Donc, l'enjeu principal de cette COP28 sera d'essayer d'inverser la tendance par un renforcement de l'ambition. Pour cela, il y a, je pense, essentiellement deux tâches principales. Une première tâche, c'est de sortir les énergies fossiles. Et deuxièmement, développer les énergies nouvelles, renouvelables. Pour ce qui concerne les énergies fossiles, c'est la cause principale des émissions de carbone et donc la cause du changement climatique. Si tout le monde est d'accord pour réduire la consommation des énergies fossiles, mais il y a une question que tout le monde se pose. La question est à quelle vitesse de faire baisser la consommation des énergies fossiles. Ce sera un point de débat dans la conférence de la COP28. La question est de savoir si on doit éliminer les énergies fossiles à court terme ou faire la réduction des énergies fossiles progressivement. À mon avis, la solution logique sera la réduction progressive. Et pour remplacer les énergies fossiles progressivement par les énergies renouvelables, comme solaire, éolienne et hydrogène vert, il faut le faire en grande ampleur avec beaucoup plus d'ambition. La COP28 cette année devra fixer un objectif nouveau de tripler le déploiement des énergies renouvelables d'ici 2030. Et ce triplement est possible parce que les énergies renouvelables sont compétitives, moins chères en fait. Dans le cas solaire, le coût a baissé de plus de 90% depuis 10 ans et moins cher que le charbon maintenant. Et Yu Jia, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, je vais juste rajouter que l'enjeu de la COP28 n'est pas limité à la réduction des émissions de carbone, mais ça concerne aussi l'adaptation au changement climatique et comment, par exemple, aider les pays les plus vulnérables et qui sont touchés sévèrement par la crise climatique. Et lors de la COP27 en 2022, c'était une grande avancée pour l'action climatique, mais de nombreux points restent à préciser, en particulier sur les sources de financement au fonds et combien les pays développés doivent y contribuer. Et ces points seront aussi discutés pendant la COP28. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Jia Yongping, que le résultat
de COP27, les progrès après le COP27 n'étaient pas satisfaisants. Effectivement, qu'on voit que même avant la tenue de la COP28, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants à briser le cycle meurtrier du réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit, selon vous, ce cycle meurtrier, M. Jia Yongping? Oui, c'est la suite d'un déplacement au pôle Sud. Le secrétaire général de l'ONU a lancé cette alerte en disant que nous vivons dans ce monde de cycle meurtrier. En fait, il s'agit des conséquences de la perte de glace de ce continent sur la hausse du niveau de la mer et les dangers pour les villes et les communautés côtières partout dans le monde. La glace réfléchit les rayons de soleil. Quand la glace disparaît et la Terre absorbe plus de chaleur, donc plus de réchauffement, plus de tempêtes, plus d'inondations, d'incendies, de sécheresse à travers le monde. À la COP28, les dirigeants du monde doivent discuter les moyens à briser ce cycle. Je pense que ce constat du cycle meurtrier par le secrétaire général de l'ONU est tristement juste et très alarmant. Le fond du problème, c'est la continuation des émissions de carbone comme gaz à effet de serre depuis plus d'un siècle avec la révolution industrielle. Et il faut reconnaître que si nous vivons beaucoup mieux avec plus de confort et commodité que nos ancêtres, avec les voitures, les trains ou les bateaux et les avions et les chauffages ou la climatisation, et tout cela c'est en grande partie grâce à l'utilisation des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Mais le revers de la médaille, c'est que ces énergies fossiles sont aussi la cause du changement climatique avec les émissions de carbone, et il n'est plus soutenable de continuer, sinon la hausse de la température fera que la Terre n'est plus vivable pour l'humanité et piégée dans ce cycle mortier. Oui, je vais ajouter que pour briser ce cycle meurtrier, les solutions en fait connues, puisque la consommation des énergies fossiles est la cause des problèmes et donc logique, et éliminer les énergies fossiles. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la part des énergies fossiles est plus de 80% dans le monde. Je pense qu'il n'est pas possible de les éliminer à très court terme. Donc, on ne détruit pas une maison avant de bâtir une nouvelle maison, comme on dit en Chine, en chinois. Donc, il est raisonnable de réduire progressivement les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, étape par étape. La première étape est d'arrêter la construction des nouvelles centrales électriques au charbon entre, disons, 2025 et 2030, et développer en même temps les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, géothermiques. À ce propos, le gouvernement chinois a décidé de ne plus financer les nouvelles centrales dans les pays étrangers, dans les pays développement, pour soutenir davantage les énergies renouvelables. C'est la première étape. La deuxième étape, je dirais entre 2030 et 2035, c'est de stopper les ventes des véhicules à essence, au pétrole, de promouvoir les véhicules électriques. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est vers 2040. Le gaz naturel doit être aussi réduit et progressivement remplacé par le biogaz et l'hydrogène vert. J'ajoute que le jour où le monde réussisse finalement à réaliser la neutralité carbone, il y aura toujours un petit pourcentage des énergies fossiles utilisées dans l'industrie, comme chimique ou d'acier. Dans ce cas, les technologies dites la capture et le stockage de carbone seront déployées, utilisées pour neutraliser les émissions de carbone. Avec tout ça, le cycle meurtrier sera enfin brisé, j'espère. C'est un processus assez graduel, selon vous.
Alors, on voit que cette année, avant la COP, il y avait cette rencontre entre le président chinois et le président américain en Californie, et durant laquelle la coopération sino-américaine dans la coopération sur le changement climatique a été abordée. Alors, je voudrais continuer avec M. Jia. Est-ce que c'est quelque chose qui est très, très attendu quand même par le monde pendant longtemps? Oui, tout à fait. Les résultats de cette rencontre récente entre les deux chefs d'État sont très positifs. Ils ont certainement influencé très positivement sur les discussions en cours à la COP28 en ce moment. La raison est très simple. Il s'agit là de la Chine et les États-Unis. La Chine et les États-Unis est la première puissance économique et la Chine est la deuxième puissance économique du monde. Et en même temps, les deux pays sont le premier et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, CO2. Donc la Chine et les États-Unis, il y a certainement des choses, des aspects de la, disons, confrontation parfois. Il y a aussi des domaines de concurrence, surtout le domaine économique. Mais l'essentiel pour les deux pays, c'est de trouver un terrain d'entente. C'est précisément les questions climatiques. La coopération entre la Chine et les États-Unis dans ce domaine de climat est non seulement souhaitable par tout le monde, mais aussi faisable et doit être faisable pour le bénéfice du monde entier. L'histoire a bien montré que le monde est plus prospère et paisible quand la Chine et les États-Unis s'entendent, coopèrent effectivement. Plus concrètement, dans le domaine du climat, la Chine et les États-Unis sont d'accord pour faire tripler justement la capacité des énergies renouvelables d'ici 2030. C'est un objectif de la COP. Et les deux pays sont d'accord aussi d'installer dans chacun des deux pays 5 projets de pilotage sur les technologies que je viens de mentionner, la capture et le stockage de carbone. Tout cela contribuera au succès de la COP28 et donner un coup de pouce pour réaliser les objectifs de la COP28. Et je vais dire aussi, au-delà de la coopération bilatérale entre les deux pays, la Chine et les États-Unis, je pense que les deux pays peuvent aussi coopérer pour aider les autres pays dans leur lutte contre le changement climatique, surtout dans les pays en voie de développement. Ce sera un autre terrain d'entente entre la Chine et les États-Unis pour le monde. En fait, je voudrais demander un peu plus de concrétisation, ce que vous avez mentionné tout à l'heure dans la question précédente, quand vous mentionnez ce que le gouvernement chinois a fait jusqu'à présent dans la lutte contre le changement climatique. Alors, on voit qu'il y a cet objectif en Chine d'atteindre le pic de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Donc, pouvez-vous nous présenter davantage concrètement quelles ont été les avancées réalisées jusqu'à présent et pour la COP de cette année, quelle est la position de la Chine cette fois? Et depuis la Chine a fixé l'objectif de double objectif carbone, la Chine a fait des progrès très significatifs. La Chine a élaboré une feuille de route très concrète pour atteindre ce double objectif. Et une fois l'objectif fixé, toutes les provinces et les villes sont mobilisées. Et ces autorités locales ont élaboré leur propre feuille de route à leur niveau pour contribuer à la réalisation de l'objectif national. Et la Chine a mis en place un marché de carbone national pour inciter les entreprises à réduire les émissions de carbone. À propos des entreprises, elles sont mobilisées parce que maintenant, avec le marché de carbone, il y a un prix de carbone à payer pour les émissions de carbone. C'est quand même un point très important parce que même quand on regarde les reportages sur la COP28, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur la Chine parce que la Chine reste un gros émetteur de CO2. Yu Jia, quelle est votre analyse là-dessus?
Oui, je pense, d'après moi, sur les engagements de la Chine lors de la COP 28, la Chine va jouer à plein son rôle pour pousser la réalisation de l'objectif de l'accord de Paris. Et concrètement, dans les négociations de la COP 28, la Chine met l'accent sur la coopération multilatérale parce que face au défi du changement climatique mondial, nous ne pouvons pas réussir sans que tous les pays travaillent ensemble. Et dans le même sens, la Chine considère que le monde doit prendre en compte des soucis et préoccupations des pays en voie de développement. Les pays développés ont une responsabilité historique dans le changement climatique mondial, donc ils doivent fournir et de mobiliser les fonds nécessaires pour les pays en voie de développement. Et en plus, la Chine propose de faire progresser les actions climatiques de manière pragmatique et pour une transition équitable, en tenant pleinement compte de la situation et des capacités nationales des pays en voie de développement. Et la COP 28 doit promouvoir une coordination efficace entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Et ces deux objectifs sont aussi importants pour les pays en voie de développement. Vous avez beaucoup parlé de la coopération internationale. Je voudrais retourner vers M. Jia Yongping. Quelle est votre perception sur le rôle de la Chine dans la coopération internationale? Je sais que vous êtes non seulement maintenant le conseiller à Tencent sur la neutralité carbone, mais vous participez aussi maintenant à un projet franco-chinois. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? D'abord, sur le rôle de la Chine, ce rôle est crucial et très positif dans la réduction des émissions de carbone dans le monde. Comme la Chine est, comme je disais tout à l'heure, la deuxième puissance économique, les actions de la Chine sont essentielles pour faire progresser le processus mondial de réduction. Concrètement, le rôle de la Chine se résume en trois points forts. Un, c'est la capacité d'innovation et de recherche-développement de nouvelles technologies. C'est la première point. Deuxième point, la capacité de production industrielle à grande échelle pour faire baisser les coûts. Et troisièmement, les ressources financières, les marchés sont disponibles. Tout cela peut être utile pour le monde entier. Il est clair que la coopération internationale est indispensable pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes très contents de voir la Chine et la France ont créé un centre commun de la recherche sur la neutralité de carbone. C'est un modèle de coopération internationale pour le monde. Je suis très honoré de servir comme un des experts chinois dans ce centre avec bien d'autres collègues chinois et français. Ce centre franco-chinois de neutralité carbone est en fait le premier centre de neutralité carbone établi par la Chine avec un pays étranger. Ce centre franco-chinois couvre des actions sectorielles comme dans l'agriculture, la biodiversité et l'environnement, encourage les échanges scientifiques technologiques entre les deux pays dans le domaine de la neutralité de carbone. Nous sommes en ce moment avec d'autres experts, moi-même avec d'autres, nous sommes en train de développer un plan de travail pour ce centre. Nous allons organiser la conférence annuelle chaque année et aussi des séminaires conjoints, des conférences universitaires. Nous aurons des financements des deux pays pour des travaux de recherche communs, le développement de la technologie et l'innovation des deux pays pour la réalisation des objectifs de neutralité carbone. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la coopération entre la Chine et l'Afrique dans ce domaine? On sait que l'Afrique est quand même un continent très vulnérable au changement climatique. Il y a beaucoup de dommages qui se produisent en Afrique et les pays ont manque de moyens, ont des moyens limités quand même dans cette lutte contre le changement climatique.
Personnellement, je suis souvent en voyage en Afrique et j'ai vu que les pays sont en face à double défi, et c'est-à-dire le défi économique pour améliorer le niveau de vie du peuple, mais aussi un défi pour les contribuer aux actions climatiques avec la communauté internationale. Et la Chine peut aider les pays africains pour faire face à ce double défi au travers de l'initiative de la ceinture et de la route. Et en 2021, la Chine et l'Union africaine ont adopté une déclaration commune sur le climat et pour renforcer la coopération sino-africaine dans la lutte contre les changements climatiques et à élargir les domaines de coopération dans les domaines de l'énergie renouvelable. Et la Chine a engagé de ne plus construire les nouvelles centrales au charbon à l'étranger en 2021 et aidera les pays africains à optimiser leur structure énergétique, à promouvoir la modernisation de leur structure industrielle, à construire des villes intelligentes, etc. Et plus récemment, en septembre 2023, la Chine a proposé de développer un projet de coopération dite ceinture de lumière pour l'Afrique pour développer davantage les énergies solaires avec une approche innovatrice et qui comprend 4 éléments comme l'aide matérielle, le dialogue d'échange, la recherche conjointe et le renforcement des capacités. Et plus concrètement, la Chine et les pays africains coopèrent pour la construction de projets de démonstration de l'énergie solaire et organisent des activités de dialogue sur la politique climatique et le partage des technologies et mènent des recherches conjointes sur le changement climatique et organisent des cours de formation sur le renforcement des capacités. Et en ce faisant, la Chine aide effectivement les pays africains à résoudre les problèmes d'accès à l'électricité et aussi aider les pays africains à réaliser un développement vert et durable. On a beaucoup parlé des technologies, des énergies, transition énergétique. Mais on voit que le climat, le sujet du climat, c'est quand même quelque chose qui relève beaucoup de la conscience de chacun. Et on voit que, aussi on voit un peu plus profond dans la question, on voit qu'en Chine, il y a quand même une vieille tradition philosophique chez Confucius ou encore dans le taoïsme, de préserver l'harmonie entre l'homme et la nature. Le ciel, on dit souvent dans la tradition philosophique chinoise. Et aujourd'hui, ces dernières années, il y a eu un développement en Chine des pensées sur une civilisation écologique. Par exemple, le président chinois a exprimé plusieurs fois, je cite, « Les eaux limpides et les montagnes vertes sont une richesse inestimable ». Alors, pour vous, quelles sont les pensées chinoises qui peuvent être utiles dans le monde d'aujourd'hui pour réveiller la conscience, pour aider à briser le cycle meurtrier qu'on a mentionné au début de l'émission? Oui, je pense que c'est une bonne question qui invite une réflexion un peu intellectuelle. Hein. Ces concepts traditionnels signifient simplement pour moi l'harmonie entre l'homme et la nature et indiquent aussi la relation entre la protection de l'environnement et le développement économique. Quand on parle de la relation entre le développement économique et la protection de l'environnement, on entend ou certains pensent que la protection de l'environnement et les actions climatiques en ce moment ont nécessairement un impact négatif sur la croissance économique. Et par conséquent, si on doit développer davantage l'économie, les pertes écologiques sont inévitables. Je pense que ce point de vue n'est pas correct.
parce que le développement économique sans la protection de l'environnement n'est pas durable. En fin de compte, si on détruit l'écologie, ça va entraîner nécessairement la perte de la richesse et de la croissance économique. C'est une situation perdant-perdant. Dans le passé, on a vu des exemples de telle nature dans les pays développés, mais aussi dans certains endroits, même chez nous en Chine. Et Madame Yudia, quel est votre point de vue? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dr. Jai et juste ajouter un point au point de vue comme une économiste. Et je pense que la crise de climat est un exemple typique de la défaillance du marché capitaliste et qui détruit l'environnement et conduit au changement climatique. Et pour corriger cette défaillance, on doit appliquer une nouvelle théorie économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Institut de la nouvelle économie structurelle à l'Université de Pékin, et qui consiste à équilibrer le rôle de l'État et le rôle du marché, et qui peut aider à trouver l'équilibre entre la croissance économique et la protection de la terre. Très rapidement, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous aujourd'hui pour contribuer à la lutte contre le changement climatique? Vous êtes tous experts, donc donnez-nous quelques conseils. Je pense que la lutte contre le changement climatique dépend des actions de chaque pays et au sein de chaque pays, il y a les actions des entreprises, mais en fin de compte, c'est aussi le devoir de chaque personne. Les émissions moyennes annuelles de carbone par personne est d'environ 5 tonnes dans le monde. Et donc, si chaque personne peut contribuer à réduire les émissions dans la vie, et ça peut rapporter beaucoup dans l'ensemble. Pour les petits trajets quotidiens, il est préférable d'utiliser des modes de transport non motorisés, par exemple à pied ou bien par vélo, ou les transports en commun comme bus ou métro. Et en fait, de simples petits gestes quotidiens peuvent permettre de réduire les émissions de carbone. Par exemple, dans la maison, il y a beaucoup d'appareils électriques en veille, comme la télévision, le climatiseur, etc., et qui augmentent considérablement la consommation électrique du logement. Et il est donc préférable d'éteindre complètement les appareils plutôt que de les laisser en veille. Et on peut acheter des produits organiques et éviter les gaspillages dans la vie quotidienne. Et toutes ces actions individuelles peuvent conduire à des réactions ou bien réduction des émissions considérables dans l'ensemble. Monsieur Jiang. Oui, je suis entièrement d'accord avec le professeur Yudia sur ce point. Il a le devoir individuel pour lutter contre le changement de climat, mais avec une précision, une nuance. En termes des émissions de carbone, les pays en voie de développement, surtout la population rurale et pauvre, a très peu contribué au changement climatique. Pour eux, pour ces pays, pour cette population pauvre, les petites émissions de carbone, s'il y en a, sont liées au niveau de vie. Ce sont des émissions, je dirais, de subsistance. Mais les émissions de carbone des pays riches et des pays riches, chez les pays riches, la population riche doit faire un effort beaucoup plus que les autres pour rationaliser leur train de vie luxueuse, réduire les émissions de carbone. Et pour cela, pour mesurer précisément les empreintes de carbone et la réduction des émissions des individus, il est nécessaire de développer une sorte de plateforme digitale, numérique, qui peut capter la réduction des émissions des individus. C'est vraiment le mode de vie qu'il faut changer pour accueillir un avenir meilleur. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.